Vous savez, que ce soit pendant mes recherches ou juste en me perdant dans les archives, il m'arrive de tomber sur des anecdotes qui me font parfois beaucoup rire. Ou du moins m'amusent à me raconter dans ma douche, mais qui sont souvent trop précises pour devenir des vidéos à part entière. Des fois, j'arrive à les caser dans les vidéos qui traitent de plus gros sujets. Par exemple, j'adore l'anecdote de la salmonellose de Jens Harald Frentzen au Grand Prix d'Hongrie 1998 parce qu'elle est un peu absurde et en même temps pas un sacré portrait de Frentzen, un pilote qui personnellement m'amuse beaucoup dès que j'apprends un nouveau truc sur lui. Le problème, c'est que je ne suis pas spécialement intéressé par parler de la course en elle-même. Et parler d'une salmonellose, c'est rigolo un grand total de 3 minutes avant qu'on en fasse le tour, donc en faire un épisode entier, ça serait scandaleux. Résultat, cette anecdote figure dans le premier épisode de Formula One. Et ça, c'est les historiettes que j'arrive à caser entre d'autres éléments. Les plus malchanceuses, elles ne s'emboîteraient même pas avec d'autres sujets, ou elles concernent des courses qui vraiment, non, ne m'intéressent pas du tout à raconter. Comme je ne pouvais pas m'empêcher de partager ces anecdotes, j'ai décidé de vous en faire part dans une sorte de compilation d'histoires que je trouve intéressantes ou rigolotes. Bienvenue dans le pêle-mêle de Formula One, où je vous fais part des histoires loufoques de la Formule 1, et très rarement de trucs plus sérieux. Pour ce premier opus du pêle-mêle, et afin de fêter une demi-année de Formula One, ce qui est une demi-année de plus que ce que je pensais faire avec, je vous propose de nous intéresser à quelques anecdotes et historiettes de la décennie que j'ai le plus abordées jusqu'ici, les années 90. Plus exactement, je vous ai sélectionné 5 anecdotes de 1993 à 1995, et il s'est avéré que ce sont un hasard, ce sont simplement des historiettes que j'ai récoltées et notées au cours de mes recherches pour autre chose, mais je trouvais que ça donnait un thème sympa. On reverra aussi quelques personnages qui sont déjà passés dans les épisodes précédents, mais je vous laisserai le découvrir en temps et en heure. Cet épisode sera un peu plus court que ma tambouille habituelle, mais comme je l'ai dit après avoir lu une fanfiction de 92 000 mots qui aurait sincèrement dû être au moins 5 fois moins que ça, c'est pas la longueur qui importe, c'est la qualité du texte. Ou de la vidéo. Enfin, vous avez compris où je voulais en venir. Enfin, j'espère. Sur ce, je vous propose de passer à la première anecdote, légère et pas très longue, mais plutôt cocasse. En 1993, le recordman du nombre de départs en Grand Prix est le pilote italien Riccardo Patrese. Né en 1954 et véritable exemple de longévité dans un sport où le corps est mis à rude épreuve, il en est à sa 17e saison et a pris part à 240 Grands Prix pour 6 écuries en tout, dont Brabham, Williams et l'écurie où l'est alors Benetton. Pour l'anecdote de l'anecdote, ce titre était précédemment propriété de Jacques Laffite avec 176 départs. Un record dérisoire aujourd'hui, mais à l'époque v'là impressionnant. La saison 93 s'ouvre avec le Grand Prix d'Afrique du Sud à Kialami. Le jeudi, premier jour de reprise avec la traditionnelle journée médiatique, quelqu'un vient voir Riccardo. Il s'agit d'un des rookies de la saison, le Brésilien Rubens Barrichello. Originaire du quartier populaire d'Interlagos à Sao Paulo, qui a donné son nom au circuit si jamais vous vous demandiez, il est vu comme un possible successeur d'Ayrton Senna, qui se prendra vite d'affection pour son jeune compatriote. Malheureusement pour Riccardo, Rubens ne tarde pas à lui faire une terrible annonce, toujours souriant. Quand tu as débuté en Formule 1 à Monaco en 1977, j'avais 5 ans. Et il a raison! Rubens est en effet né en 1972. Heureusement pour Riccardo, Rubinho, de son futur petit surnom, est exceptionnellement jeune pour un pilote de F1, surtout à l'époque. Il n'a même pas encore fêté ses 21 ans, ce qui en fait un des plus jeunes rookies de l'histoire. Même aujourd'hui, à une ère où Mercedes nous signe Andrea Kimi Antonelli, 18 ans, ça reste jeune pour débuter en F1, alors imaginez à l'époque. Riccardo, lui, lève un sourcil, parce qu'il ne pensait pas que cela faisait déjà si longtemps et qu'il était déjà si vieux aux yeux des petits nouveaux. Après une saison 93 en Berne où il est affreusement dominé par son jeune coéquipier Michael Schumacher, un petit allemand pas connu, il finit par raccrocher après le Grand Prix d'Australie 1993. L'ironie du sort est que Rubens sera lui-même un jour recordman de longévité en F1, puisque sa dernière saison sera en 2010. D'ailleurs, c'est lui qui succédera à Riccardo pour le record du plus grand nombre de départs en Grand Prix, quand il prendra part à son 255e départ au Grand Prix du Canada 2008. Ce record sera ensuite battu par Kimi Raikkonen en 2020, mais là est une autre époque et une autre histoire. Pour en revenir à Rubens, il aura ainsi connu moult changements de régulation et sa dose de jeunes rookies, y compris les 3 plus jeunes champions du monde de l'histoire en les personnes de Fernando Alonso, Lewis Hamilton et, pour sa dernière saison, Sebastian Vettel. Il n'y a aussi qu'un seul pilote aujourd'hui à avoir plus de saisons en Formule 1 que Rubens Barrichello. Vous le connaissez peut-être, puisque ce n'est l'autre que Fernando Alonso, qui, à son tour, côtoie des pilotes plus jeunes que ses débuts en F1 comme Oscar Piastri, ou pire encore, plus jeunes que certains de ses titres, comme Andrea Kimi Antonelli, qui est lui né en 2006. La boucle ne cesse de se boucler.
des quelques fils conducteurs de Formula One était jusqu'ici, et assez bizarrement, le pilote britannique Damon Hill. Je le mentionne quand je parle de Heinz-Harald Frentzen à Jordan en 1999, je le mentionne aussi quand je parle de sa rivalité avec Michael Schumacher de 94 à 96, et je le mentionne encore une fois quand je dois parler de la manœuvre de Schumi sur lui à la fin 94. Mais je me retrouve à ne jamais vraiment parler de lui pour autant, alors qu'il y a quelques anecdotes à son sujet que j'aime tout particulièrement. C'est donc pour moi, enfin l'heure de réparer cette petite injustice. Une de mes histoires favorites au sujet de Damon Hill est, tout simplement, sa première victoire, le Grand Prix de Hongrie 1993. Si la course en elle-même n'est pas la plus intéressante à vous raconter, je dois quand même vous en donner un peu d'informations. La course se fait dans des conditions un peu compliquées. Il fait très chaud une gare au ring en ce 15 août 1993. Damon n'a pas hésité à profiter de son bon départ et se maintient en tête de la course et, tour après tour, la victoire se rapproche de lui. Il profite aussi de la très grande malchance de son illustre coéquipier Alain Prost, qui a lui calé au départ, elle a été rétrogradée sur la grille, tout ça pour de toute façon abandonner. Toutefois, Damon ne peut pas s'exciter tout de suite, encore moins crier victoire trop tôt. Ça fait déjà 2 courses qu'il a de la malchance, et il doit donc faire preuve de prudence pour ne pas s'exciter. Le pire coup a été au Grand Prix de Grande-Bretagne, où la victoire lui a glissé des doigts après avoir dominé la majorité de la course parce que son moteur l'a lâché. Non seulement il a perdu sa première victoire pour ça, il a aussi perdu une victoire à domicile. Pire encore, dans le cas de Damon, elle aurait aussi une très belle symbolique. Son père Graham, entre autres double champion du monde de Formule 1 dans les années 60, a mis fin à sa carrière avant de gagner son Grand Prix à domicile, puis est décédé dans un accident d'avion en 1975. Bref, Damon sait qu'il ne doit pas s'exciter trop vite, parce que son moteur V10 Renault est puissant, mais aussi un peu capricieux. Cette fois, la victoire lui sourit. Après 77 tours, Damon finit la course en tête et gagne dans un drôle d'état. Il sort en effet avec difficulté de sa voiture, claudiquant et épuisé par la chaleur. Son coéquipier Alain vient chaudement le féliciter malgré sa propre course qui laisse à désirer, puis Damon se rend sur le podium pour les formalités habituelles. Il y monte avec Riccardo Patrese et Gerhard Berger, puis salue le public d'une drôle de façon. His first win and a courtly bow from Damon Hill. Non, Damon n'a pas pour habitude de saluer le public comme s'il venait de réciter le monologue de Cyrano de Bergerac. A vrai dire, il voulait faire comme tout le monde et sauter de joie sur le podium, mais il a une crampe à la jambe. Une sale crampe à la jambe qui l'a handicapé toute la fin de la course. Et comme il voulait quand même rendre hommage à son public et les remercier pour les applaudissements, eh ben Damon les a salués comme il pouvait. C'est quand même chou, non ? Ce qui est d'autant plus chou, c'est ce qu'il a dit après le podium. Il reconnaît avoir pensé à son père à la fin de la course, affirmant qu'il aurait été fier de lui. Il évoque ensuite son parcours un peu bizarre, qui lui a d'abord fait faire des petits boulots pour purger les dettes que Graham a laissées à sa famille, puis commencer sa carrière de pilote par la moto, avant de devenir un vieux rookie en F1. Et le voilà gagnant. Enfin, il dédie sa victoire à tous les Hill, passés, présents et à venir, entre autres faisant aussi référence à ses 2 sœurs. Ce qui est moins chou, c'est que Williams a fait embarquer tout le monde d'important dans le même hélico pour rallier l'aéroport de Budapest, y compris Damon et ses patrons Frank Williams et Patrick Head. Cet hélicoptère est vieux, vibre sans arrêt et émet des bruits bizarres qui n'inspirent vraiment pas confiance tout au long du vol. Finalement, et heureusement, ils arrivent tous à bon port, mais Damon a bien eu peur de finir comme son père. Tu parles d'une récompense après ta première victoire. Si jamais vous vous demandez, la suite de la carrière en F1 de Damon va en crescendo jusqu'à son titre en 1996, et il sautillera sur le podium à chaque victoire après celle-ci. Je vous l'avais dit qu'il voulait faire comme tout le monde. Vous reprendrez bien une anecdote de 93 ? Bon, de toute façon, vous avez pas le choix. Cette fois, on va parler d'un personnage que les habitués de l'émission commencent à bien connaître, Mika Hakkinen. Plus exactement, c'est une anecdote qu'il a lui-même racontée et que j'ai croisée quand je faisais des recherches pour l'épisode sur la fin de saison 95 du bonhomme. En effet, lors de son passage dans le podcast Beyond the Grid en 2019, Mika a l'occasion de parler de sa brève cohabitation en McLaren avec Ayrton Senna, à la toute fin de la saison 93. Il n'a pas tant que ça à dire sur le sujet parce que les deux hommes n'ont vraiment été coéquipiers que 3 courses. La faute à une situation que j'ai déjà brièvement mentionnée par le passé, mais sur laquelle je ne me suis jamais étendu. C'est l'heure de remédier à ce problème. Mais pour cela, il nous faut d'abord remonter jusque fin 92. McLaren a de sérieux soucis de pilote, parce qu'à cause des résultats en berne de l'écurie face à un Williams survitaminé, Ayrton Senna veut quitter le navire pour rejoindre l'autre écurie britannique. La gestion de McLaren doit donc constituer un plan de contingence tant que sa majesté Ayrton ne se décide pas. Et pour ça, l'écurie se décide sur 2 pilotes. Le premier, c'est l'américain Michael Andretti, fils du champion 78 de F1 Mario Andretti, qui est à son propre prénom un champion de Formule Indy.
Le gamin est pas dégueu et vu comment son père a su faire la transition, McLaren s'attend à ce que Michael fasse de même. Le second, et vous vous en doutez, c'est Mika Häkkinen, alors âgé de 24 ans et fuyant l'écurie Lotus qui ne fait que dépérir malgré les tentatives de la ramener sur le devant de la scène. Comme la majorité du paddock, Ron Dennis voit en lui un grand potentiel et a donc racheté le contrat du jeune finlandais à Lotus avec un plan à long terme en tête. Souci, après avoir testé la nouvelle voiture pour 93 et juste avant le Grand Prix d'Afrique du Sud, Sa Majesté Ayrton décide que la bécane est assez bonne pour lui et signe avec McLaren. Pour une seule course. Ouais, c'est un feuilleton, c'est dans 93, c'est le bordel. L'écurie doit donc maintenant résoudre leur nouveau casse-tête. Ils ont 3 pilotes pour seulement 2 voitures. Ils pensent brièvement à mettre 3 voitures en piste pour accommoder la chose, mais ça serait trop coûteux. Finalement, ils se décident à reléguer un des 3 au rang de réserviste. Ou plutôt, comme l'un d'eux est Ayrton Senna, ça se décide entre les deux nouveaux. Le coup prétranche en faveur de Michael et Mika se retrouvent relégués au rang de pilote testeur et développement option remplaçant. Quelques mois plus tard, le monde de la F1 se rend compte que Michael Andretti ne sera jamais un bon pilote de F1. Michael lui-même aime pas ça, et McLaren et lui divorcent à l'amiable. 9 mois plus tard, Mika peut enfin monter dans la voiture, non plus pour la tester, lui qui en a assuré le développement pendant tout ce temps-là, mais bien pour courir. C'est ainsi qu'au Grand Prix du Portugal, pour la première fois, Ayrton Senna a pour coéquipier Mika Häkkinen, qui se qualifie mieux que lui pour 48 millièmes de seconde. Selon ce dernier, c'est seulement après ses qualifications que Senna lui a parlé pour la première fois. Bah oui, grand compétiteur qu'il était, Ayrton ne voulait pas du tout faire copain-copain avec ses coéquipiers. Il lui demande, avec tout le sérieux du monde, comment est-ce que ce petit jeune avec 5 fois moins d'expérience que lui a fait pour passer un virage plus rapidement que lui. Mika se tourne vers lui, place ses mains de chaque côté de son visage, pomme vers le haut, et lui dit « Big balls ». Mika Häkkinen, 25 ans, avec seulement 2 saisons de Formule 1 dans les pattes, vient de dire à un triple champion du monde vu comme un talent générationnel que la façon de passer à un virage, c'est d'avoir des grosses couilles. Et le tout dernier quelque peu moqueur. Ni plus, ni moins. Vous imaginez bien qu'Ayrton n'est pas très fan de cette réponse. Loin de là, il plaque son coéquipier contre un mur et le prévient de ne pas lui la refaire et quitte la conversation. Finalement, aucun des deux ne finira la course puisque le moteur du Brésilien le lâchera dans les premiers tours, tandis que Mika sera trahi par une perte d'adhésion qui l'enverra dire bonjour au muret des stands. Oups. Heureusement pour Ayrton, et surtout son ego, il a l'occasion de mieux se qualifier que ce sale gosse aux 2 courses restantes, et lui inflige même un sacré écart de temps lorsqu'il prend la pole en Australie, à la dernière course de la saison. Aussi, quand il finit la course, il finit plus haut que Mika, qui, lui, fait de belles bourdes sur la piste. C'est presque à croire qu'un triple champion du monde est meilleur qu'un gars qui a fait même pas 3 saisons. Ah, et puis après, Ayrton va à Williams, et ils arrêtent donc d'être coéquipiers. Je me demande ce qui s'est passé là-bas, tiens. C'est une très courte anecdote, encore plus courte que le reste de la liste, mais comme il s'agit d'un approfondissement de quelque chose que j'ai mentionné dans une autre vidéo, je pensais que ce serait cool de vous en parler un peu, parce que c'est quelque chose que j'ai moi-même appris en faisant cette série. Dans l'introduction de mon épisode sur le GP d'Europe de 97, j'ai montré cette photo d'Ayrton Senna et Rubens Barrichello, dont je disais ne pas connaître et ne pas vouloir connaître le contexte. Dans les commentaires, un habitué, Malray6910, m'a gentiment donné le contexte de cette photo, et je l'en remercie parce que je me dois revenir sur quelque chose. En fait, vu la tête du contexte, je voulais le savoir depuis le début. Laissez-moi vous en faire part. La photo a été prise début 1994 au Japon pour l'occasion du Grand Prix du Pacifique de cette année-là au circuit d'Aïda. Rubens en particulier est très heureux de cette course puisqu'il y a fini 3ème et il a donc envie d'aller célébrer. Il propose donc à son compatriote, ami et mentor Ayrton d'aller passer faire un tour et manger un morceau à Tokyo Disneyland, qui est situé pas trop loin d'Aïda. Rubens, qui n'en est qu'à sa 2ème saison de Formule 1 et donc encore un peu inconscient, propose d'aller manger au McDo. Ayrton est repoussé par la proposition. Bah oui, logique, pour un athlète de haut niveau consciencieux de son style de vie comme lui, obsédé par manger sain, c'est une catastrophe. Il hésite donc un moment, pensant déjà au nombre de calories que ça sera, mais il finit par dire oui, presque contre son gré. Il doit se faire violence pour ça, mais on l'a notre photo où, en toute logique, Rubens est tout content, mais Ayrton tire quelque peu la tronche. Ils ont sans doute passé un bon moment à Disneyland au moins. Enfin j'espère, hein, vu le reste de la saison 94, ça serait quand même bien qu'on ait un truc positif à en retirer, mine de rien. Quand je disais qu'on était dans le McDo le moins bien éclairé du monde, en fait j'avais dit McDo au pif, en écrivant le script, mais apparemment j'avais raison sur ce plan.
ce qui a le mérite de me surprendre. Par contre, l'éclairage aux fraises, lui, j'ai pas d'explication. J'imagine que c'est le flash d'un appareil un peu cheap de l'époque. Vous savez, on n'avait pas vraiment des appareils numériques à l'époque, hein. Enfin, pour boucler cette petite vidéo, on ne va pas parler d'une anecdote en particulier pour cette section, mais plutôt de quelque chose que j'ai constaté quand je faisais les recherches pour la drôle de fin de saison de Mika Häkkinen. J'avais d'ailleurs rédigé et enregistré une partie de cette vidéo à ce sujet, mais il y a eu 2-3 soucis avec. Le principal de ces soucis, c'était que cette partie était la dernière de la première version de la vidéo, quand celle-ci ne contenait pas encore ce qui a fini par être la dernière section. Si vous avez vu l'épisode, vous savez peut-être déjà quel est le problème. Mais pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, elle finit sur une note assez émotionnelle, et cette section s'était donc retrouvée hors sujet parce qu'elle traite de Wikipédia. Oui, vraiment. J'y ai repensé en écrivant le script de Rififi à Jerez. Et comme je continue à trouver ce petit truc drôle, j'ai décidé de l'inclure dans cette vidéo à la place. Laissez-moi donc vous parler de l'étrange question de la classification de Mika Häkkinen au Grand Prix d'Australie 95. Bref piqûre de rappel. Le vendredi 10 novembre 1995, lors de la première manche qualificative de la dernière course de la saison, Mika Häkkinen est victime d'une crevaison du pneu arrière gauche. Privé de sa 4ème roue, la voiture dérape, s'envole par-dessus les trottoirs et vient percuter de plein fouet un mur aux alentours. Gravement blessé, il doit être hospitalisé au plus vite et ne prendra pas part au reste du week-end. La page anglaise du Grand Prix d'Australie 1995 liste notre infortuné Mika comme étant DNS, Did Not Start, ou, autrement dit, n'a pas commencé la course. Stat F1, ma source primaire et amie de toujours, ont une classification similaire vu qu'ils listent Mika comme n'ayant pas participé ou NP. NP est en fait juste la version française de DNS. Vous pouvez le voir en voyant que Luca Badoer, qui n'a pas pris le départ à cause d'une panne électrique sur sa voiture, est lui aussi listé comme NP. La majorité des pages dans les autres langues sont similaires, comme les versions françaises, espagnoles ou encore allemandes. Elles listent bien DNS, ou NP, ou peu importe comment vous le prononcez en italien. Et la page suédoise le liste comme forfait, mais il y a une distinction entre les deux, et c'est qu'un forfait est en amont des qualifications. Oui, il y a une très fine distinction entre les deux. Et là, eh bien vous avez la page néerlandaise qui a fait une boulette un peu marrante. Si vous lisez les résultats tels qu'ils sont indiqués sur cette page, vous allez découvrir que Luca Badoer est DNS, mais Mika Häkkinen est lui NQ. C'est difficile de retrouver ce que ce sigle veut dire, mais la présence du sigle NF pour les abandons de la course, soit les DNF, Did Not Finish, me fait penser que c'est censé être un DNQ, Did Not Qualify, ce qui n'a aucun putain de sens. Pour la rapide leçon d'histoire de F1, il fut un temps où les voitures les plus lentes devaient se qualifier pour pouvoir prendre le départ de la course. Et selon la saison, si elles ne faisaient pas le temps minimum requis ou simplement qu'elles étaient les plus lentes de la grille, elles étaient considérées comme non qualifiées et ne pouvaient pas prendre part à la course. Ce système avait pour objectif de limiter le nombre de retardataires sur la piste et permettre une meilleure sécurité en évitant les grilles à plus de 26 voitures. La principale décennie où vous pouvez voir ce système, c'est les années 1980, où il y avait beaucoup d'écuries avec beaucoup de voitures pas ouf. Or, en 1995, ce système n'était pas en application parce qu'il n'y avait que 12 écuries, soit 24 pilotes maximum en piste hors voiture de sécurité, et donc aucun besoin d'affiner la grille. Il est donc impossible pour Mika Häkkinen d'être DNQ à une saison où il n'aurait jamais pu rater ses qualifs à ce point. Mais alors, s'il ne peut pas être non qualifié, comment est-ce que cette page s'est retrouvée avec ce NQ? Je ne saurais dire pour sûr, mais je pense que c'est une erreur par rapport à la grille de départ. Contrairement à Badoer, Mika n'avait pas d'emplacement attitré, même pas le 24e et dernier, ce qui, dans les saisons précédentes, pouvait être signe de non-qualification. Ça, où la personne qui a fait cette page n'a vraiment aucune idée de ce qu'elle fait, mais on va assumer que c'est une erreur honnête et pas juste de l'incompétence, hein. L'ironie, si vous allez sur la page de la saison 95 en néerlandais, Mika Häkkinen est bien listé en DNS sur le résumé des résultats, et l'inscription NQ n'est nulle part sur la page, puisque le tableau récapitulatif utilise uniquement les sigles anglais. Voir la légère inconstance entre DNS et forfait sur ce cas précis m'a fait me poser une question. Officiellement, quel est le classement de Mika Häkkinen au Grand Prix d'Australie 1995 ? Je suis donc allé voir sur le site officiel de la F1, un site où je ne vais quasiment pas pour ce genre de choses, je viens de me rendre compte,
Et bien Mika a l'honneur de n'être listé nulle part sur les résultats officiels. Ce qui en effet explique pas mal de choses.